Привет! Сегодня с вами снова я, Олеся, ваша вечная студентка. И как вы видите, мы сегодня не у меня дома, мы сегодня в гостях у Маэль. Маэль обучалась на специальности палеоантрополог, и она расскажет вам немножко о себе, как и в разговоре с Суфьяном, посмотрите здесь, если не смотрели, мы будем говорить по-французски, но я напишу субтитры, так что не переживайте. Tu peux te présenter? Oui, bonjour, c'est Anne-Maëlle, du coup, ancienne étudiante en archéologie préhistorique et spécialisée dans la paléanthropologie humaine, et plus particulièrement le crâne humain. Voilà. Ah, c'est super intéressant. Et tu as étudié vraiment beaucoup de crânes, de vrais crânes? Vrai crâne, j'ai eu la chance d'avoir accès à une collection à Paris, à l'IPH, où j'ai pu avoir une comparaison de sapiens, du coup, donc de modernes, ce qu'on appelle les hommes modernes. Et sinon, dans ma spécialisation, vraiment crâne, Homo erectus, donc toutes les espèces anciennes d'hommes, non, c'est très compliqué d'avoir accès au vrai. Donc on a beaucoup de moulages. Et là, par contre, avec les moulages, j'ai eu droit à avoir une bonne collection aussi de crânes anciens moulés. Voilà. Ah, mais c'est d'après les nouvelles technologies, les crânes 3D, c'est ça? Aussi les crânes 3D, les moulages. Donc on a tout ce qui va avoir scanné. Donc les crânes originaux scannés avec des CT scans. Et avec ces CT scans, on va avoir des reconstructions 3D sur ordinateur. Mais il y a aussi tous les moulages, donc les vrais moulages anciens qui datent plutôt des années 80-90, où on faisait un moulage, donc une empreinte des crânes originaux, et on faisait une reproduction comme ça en presque illimitée. Mais comment tu es arrivé à ça, à étudier les crânes humains et crânes préhistoriques? Bah en fait j'ai vu que j'ai une double licence donc en lettres modernes et en archéologie, et je suis partie en Pologne et j'ai eu un cours sur l'évolution humaine et donc l'archéologie préhistorique. Et là j'ai l'intérêt qui a commencé à naître petit à petit. Puis je suis rentrée en France, j'ai fini ma licence de lettres qui était en distinct, enfin pas la même année que ma L3 d'archéologie. Et j'ai pris le temps du coup de réfléchir dans quelle spécialisation je voulais, quelle époque je voulais me spécialiser en archéologie. Et mon intérêt pour la préhistoire grandissant, j'ai décidé de faire ce master en archéologie préhistorique et plus particulièrement l'étude du coup des os humains, parce que c'est aussi un intérêt personnel dans le sens où comprendre comment son corps peut passer par l'étude justement de ce qu'il était avant de devenir la morphologie qu'on a actuelle. Et du coup, c'est un double intérêt en fait, comprendre l'évolution humaine et comprendre son propre corps qui m'a poussé à faire la paléanthropologie humaine. Voilà. Et pourquoi Perpignan? Pourquoi l'université de Perpignan? Parce que c'était un des rares masters où c'était dit qu'on avait directement accès au labo. Donc on pouvait avoir une expérience de qu'est-ce que la recherche vraiment, plus facilement que dans d'autres masters comme on peut avoir dans d'autres laboratoires en France dont les accès sont plus limités. Et aussi parce que moi je sais que je travaille mieux quand il y a un petit groupe. Et le fait que dans la plaquette de présentation du master, c'était marqué entre 10 et 15 étudiants dans le master, moi ça m'a tout de suite plu parce que je me dis on peut avoir plus facilement de rapport avec les professeurs, donc on peut plus facilement aller leur poser des questions, on peut plus facilement communiquer avec eux. Et moi c'est comme ça que j'étudie le mieux et que je travaille le mieux, donc que quand on est en groupe plus important. Et en réalité, ton groupe, c'était combien de personnes? Alors en master 1, on était 10. Et en Master 2, on était 7. Oui, ça va, c'est un petit groupe. Et les professeurs, qu'est-ce que tu peux dire à propos des professeurs qui enseignaient en Master 1, Master 2?
Comme partout, il y a des professeurs qui sont plus ou moins faciles d'accès, dans le sens où il y en a qui vont porter plus d'intérêt pour leurs étudiants que d'autres. D'autant plus parce que vu que c'est un master où on est en lien avec un laboratoire de recherche, ceux qui sont vraiment dans leur recherche plus que dans l'enseignement vont être plus difficilement accessibles parce qu'ils ont leur travail à côté. Et ceux qui donnent du coup vraiment des cours réguliers vont être plus disponibles que les chercheurs qui font juste un cours par-ci par-là pour compléter les connaissances. Et qu'est-ce qui était le plus intéressant dans tes études? Alors, je suis très curieuse et je m'intéresse à tout, donc je serais pas forcément choisir. Après, moi, j'ai choisi l'anthropologie humaine parce que c'est quelque chose qui me parle particulièrement, mais je sais que j'ai beaucoup apprécié aussi tous les cours qu'on a eu sur l'environnement, donc tout ce qui est palynologie, donc l'étude des pollens. J'ai aussi beaucoup apprécié dans un sens la géologie parce que c'est très logique pour moi dans le sens où je comprends très facilement en fait la géologie. Donc, et c'est intéressant parce que c'est pareil, ça fait partie de notre environnement, dont on comprend en fait ce qui se passe autour de nous beaucoup plus facilement. Après, je sais que par exemple, j'ai moins apprécié l'étude de lithique, donc comment les pierres sont taillées. J'ai beaucoup apprécié l'étude des roches qui ont servi à faire ces outils, mais la technique de comment est-ce qu'ils ont fait le mouvement pour pouvoir tailler la pierre, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Et qu'est-ce qui était en fait le plus difficile? Bah, je dirais qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui a été difficile, si ce n'est toujours le système d'évaluation en fait des connaissances qui est aux examens, tu recraches ce qu'on t'apprend et c'est pas forcément pour moi ce qui est le plus intéressant dans l'apprentissage et ce qui est un peu plus difficile pour moi, mais c'est par rapport comment fonctionne ma mémoire, ce genre de choses. Mais en soi, il n'y avait pas vraiment grand-chose de difficile. Après, je dirais que ce qui est important, c'est de connaître tant que demandent les mémoires de recherche. Il faut avoir conscience de ça, que ça va prendre du temps et beaucoup d'investissement. Et que si on n'est pas prêt à s'investir en temps, et surtout en temps d'ailleurs, mais aussi en capacité d'écriture, de réflexion, d'analyse, ce genre de choses, vaut mieux pas se lancer dans ce type d'études. Parce que c'est vrai que ça dévore un peu beaucoup tout ce qui peut être après vie extérieure au travail. Et dans ton groupe, il y avait les étudiants étrangers? Oui, en fait, c'est un master un peu particulier. On avait un catalan, du coup espagnol. On avait une tunisienne. Et après, c'était tous des Français, mais de différents horizons. On avait, par exemple, en M1, on avait une de nos collègues qui était une femme qui avait repris ses études à 60 ans. On avait aussi une anglaise espagnole qui était venue faire ses études pour le master. Et c'est aussi ça qui faisait, je pense, la force de notre groupe, c'est la diversité. Et au niveau de la langue, pour ces étudiants étrangers, il n'y avait pas de problème de communiquer, de faire les projets avec vous, de répondre? Au niveau de l'oral, non, parce qu'ils parlaient tous les trois très bien français. Au début, c'était un peu plus lent, c'est sûr, au niveau de l'expression. Mais là où ils ont rencontré le plus de problèmes, je pense que c'est au niveau de l'écrit. Voilà, mais nos professeurs étaient très compréhensifs avec eux. Et même moi, en tant que dyslexique, ils ont toujours été très compréhensifs avec les fautes que peuvent avoir mes textes lors des évaluations. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le master et surtout avec les professeurs. C'est qu'on est vraiment évalué pour ses capacités de réflexion, d'analyse, pour le contenu, plus que pour la forme. Ah ouais, parce qu'en fait, j'ai entendu parler de ça. Il y a les étudiants étrangers qui souffrent de ça un peu. Il y a les professeurs qui ne sont pas aussi indulgents, qui sont plus sévères. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ceux qui veulent étudier comme toi la paléoanthropologie? Quelle discipline étudier? Hum, euh,
quelle matière de base étudier pour après ne pas avoir de difficultés pendant les études? Alors là, je pense que ça va dépendre du master choisi. Parce que le master que j'ai fait moi est très bien fait. Et la première année, on revisite toutes les bases nécessaires. Parce que moi, j'ai fait une licence de lettres et donc histoire de l'art, archéologie, donc les bases en sciences. Parce que en fait, le master archéologie préhistorique va demander pas mal de bases en sciences fondamentales, donc ce qui va être biologie, géologie, même parfois physique. Donc si on peut avoir ces bases-là, c'est un plus, mais ce n'est pas obligatoire dans le sens où on va avoir une vision globale des choses en première année. Mais après, ben voilà, moi je viens de lettres, donc c'est pas un souci. Mais ça peut être plus compliqué si quelqu'un vient de lettres et a pas forcément la curiosité scientifique fondamentale. Et qu'est-ce que tu peux souhaiter aux étudiants qui veulent choisir ce parcours? Beaucoup de courage parce que c'est pas, enfin ça demande beaucoup d'investissement et aussi d'avoir conscience du peu de débouchés que ça peut avoir. Parce que en France en tout cas, pour avoir un travail après ce master, c'est compliqué. Il y a peu d'offres d'emploi dans ce domaine-là. Et, avoir conscience que pour continuer, il vaut mieux prévoir la thèse aussi après le master. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci à toi. Не забудьте поставить лайк этому видео. Если у вас остались какие-то вопросы к Маэль, вы можете написать их в комментариях, мы обязательно ответим. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления. И если вас интересуют другие специальности, другие дисциплины, обязательно напишите в комментариях, и мы поговорим с другими студентами университета Перпиняна. Пока-пока!